à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sympathique du rugby. Encore une fois, on est de retour pour les demi-finales de top 14. Cette fois-ci, on connaît les affiches avec Thomas, qui était là pour les barrages. Bon prono, très bon pronostiqueur. Je l'avais dit qu'il allait avoir des saucisses. Bon, il n'y en a qu'une, hein. C'est vrai. Mais bon, je pense qu'on en parlera, mais c'est assez étonnant quand même. Bon, t'inquiète pas, niveau prono, on n'est pas bon. Avec Jean Baudéré, là, le Ligue MPP pour l'Euro, je peux te dire qu'on est Ouais. solide lanterne rouge. C'est vrai que vous êtes bien au fond. Ah, Et oui. moi, je truste les premières places. Et oui, ah, c'est ça. C'est la théorie qui se connaît le mieux au foot et Bon. plus nul sur MPP. Et le retour. D'accord. Le retour. Le Robin, ça me fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ça fait longtemps, je me rappelle même plus la dernière vidéo. Je sais que les abonnés demandaient mon retour et tout, je voyais ça dans les commentaires. Mais j'ai vu deux ou trois commentaires. Mais ouais, je sais plus, ça fait combien de temps. Mais c'est Ouais, bon, de retour. Ça fait un bail. Et surtout, tu veux une anecdote? On a le premier palier de monétisation sur YouTube. Du coup, les gens ils peuvent souscrire à un petit abonnement pour avoir des petits contenus exclusifs et tout pour YouTube, pour nous soutenir, tu vois, sympathiquement. Et dedans, il y a un petit emoji qui t'est consacré. C'est vrai? Ouais. Tu m'incites à prendre l'abonnement là. C'est technique commerciale, ça, je connais. Technique commerciale, Et voilà. bon. Il y a un petit emoji Robin, ça me fait plaisir. Fais chier. Ok, j'irai voir ça. Mais tu peux pas la mettre sur Twitch? Parce que sur Twitch, je suis abonné donc. C'est vrai, je pourrais l'ajouter sur Twitch. Je pourrais totalement faire ça, mais on pourra l'ajouter, c'est vrai. C'est vrai que pour les lives, ça pourrait être sympathique. Bon, messieurs, on est tourné vers les demi-finales de top 14. On enchaîne tout de suite. Avec donc les affiches qui sont pas du tout dans l'ordre. Donc on a un Toulouse-La Rochelle et un UBB Stade Français. Mais tout d'abord, revenons sur les barrages qui ont eu lieu ce week-end avec donc Toulon qui s'est incliné à domicile contre La Rochelle 34-29 et l'UBB qui a vaincu le Racing 31-17. Thomas, en Toulon-La Rochelle, on n'attendait pas forcément ce résultat-là quand même. C'est-à-dire que tout était possible dans ce match, mais je pense qu'on n'attendait pas La Rochelle à ce niveau-là. C'est-à-dire que toute cette saison, on les a sentis vraiment moyens, même quand ils gagnaient, c'était pas abouti, c'était balbutiant. Et là, ils attaquaient ces phases finales avec quand même pas mal de doutes. Alors que Toulon était plutôt en forme sur cette fin de saison, avait récupéré quasiment tous ses joueurs. Et puis, voilà, on en a quand même un peu parlé dans l'analyse, même si je disais que je voyais Toulon gagner. Je disais qu'il fallait quand même se méfier de La Rochelle parce que on sait que les équipes arrivent à se transcender en phase finale et que finalement, ce ne sont plus les mêmes que sur la phase régulière. Et on l'a vu, La Rochelle, là, cette fois-ci, on a vu de très beaux mouvements. On a vu aussi, je sais que ça va plaire à Robin, mais Antoine Astoy hyper concerné et vraiment très très bon. Le retour de Brice Dulin a fait énormément de bien. On a vu du jeu, on a vu des avants conquérants. Franchement, c'est presque un nouveau La Rochelle qu'on a vu sur ce match face à Toulon. Et à l'inverse, les Toulonnais vraiment sont passés complètement à côté, avec une stratégie qui n'était pas bonne, un jeu qui n'a pas fonctionné, des avants pas forcément dominants, et une charnière aussi qui est passée complètement à travers. Donc c'est étonnant. La performance de La Rochelle m'a agréablement surpris. Robin, t'es d'accord avec ça? Surpris par La Rochelle qui a plus rien à perdre de toute façon cette saison. Parce qu'ils partent jamais favoris Ouais, pour. surpris par La Rochelle, mais surpris aussi par Toulon en fait. Je trouvais que en fait ils ont pas fait le match, surtout que bon, c'est pas faute d'avoir été poussé par le public. Pour en parler d'ailleurs du public de Mayol qui est un peu voilà. Mais non, en vrai, pas surpris. Enfin, pas surpris. Avant le match, moi je pensais, c'était très dur à pronostiquer. Donc bon, Thomas, on t'en veut pas. En vrai, ça se jouait vraiment là. Pour le coup, je pense que tu donnes Toulon parce que effectivement, sur les derniers matchs, même si La Rochelle est bien revenue, ils sont un petit peu miraculés quand même cette saison, hein. On va pas retracer toute leur saison, mais c'est assez fou. Mais en vrai de vrai, si c'est un match sur terrain neutre, le match, la rencontre, elle est vraiment impronosticable, quoi. C'est compliqué. Mais La Rochelle a fait du La Rochelle. Et tu l'as dit, le Astoy qui a vécu une saison hyper compliquée à l'image de son équipe, qu'il a, il s'est mis au diapason. Je vais la placer à chaque fois. Il s'est mis au diapason de la rencontre et des phases finales. Donc tant mieux pour La Rochelle. Et surtout, ouais,
crois qu'en seconde période, ils sont, pendant quelques minutes, ils sont même à 13 contre 15. Et en fait, Toulon ne profite pas de cette supériorité numérique. À partir de ce moment-là, quand tu es en phase finale et que tu as 2 mecs en plus sur le terrain et que tu n'arrives pas à marquer des points, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Je pense que La Rochelle fait un gros match, on est d'accord, mais je trouve que Toulon n'a pas été au niveau de ce barrage, quoi, honnêtement. Mais Gabin Villiers disait de cette saison, Thomas, qu'il n'y avait pas grand-chose à garder, que c'était pas forcément un bon bilan en fin de saison. Ça faisait 2200 jours que Toulon n'avait pas fait un match de barrage de top 14, quand même. Ouais, pas grand-chose à garder. Je suis pas forcément d'accord. Toulon a l'habitude de ces saisons où déjà ils débutent très mal, où ils ont des cascades de blessés avant même de commencer la saison, et où ils se réveillent vraiment sur la seconde partie. Donc non, pas grand-chose à garder. Je suis pas forcément d'accord. Voilà, Toulon a quand même réussi à se qualifier, ce qui était déjà un premier objectif. Après, sur ce match-là, ils passent à côté, mais parce qu'ils n'ont pas mis les ingrédients et qu'en face, ils sont tombés aussi sur une très bonne équipe de La Rochelle. Donc, non, mais la saison de Toulon, elle est particulière parce que à un moment donné, on s'est demandé si Pierre Mignoni n'était pas sur la sellette. On s'est dit, mais que va faire Toulon cette saison alors qu'il y a quand même un effectif qui est bien garni et quand même complet sur toutes les lignes. Et au final, ils arrivent à se qualifier. Et sincèrement, le dernier match face au Stade Français à Jean-Bouin, ils ont la possibilité de le gagner avec une équipe qui était remaniée. Et ça aurait pu changer pas mal de choses parce qu'ils perdent de 3 points, je crois que c'était 23-20. S'ils gagnent ce match, ils passent deuxième, ils sont directement qualifiés en demi-finale. Donc finalement, ils passent prêt, pardon. Et pour moi, voilà, c'est quand même le début peut-être de quelque chose pour Toulon qui va drôlement se renforcer aussi la saison prochaine et il va falloir compter sur eux. Et on verra ça quand on fera les bilans de fin de saison, la tier list bilan de fin de saison, comme on a fait au football pour la Ligue 1, Ligue 2, on fera ça pour le top 14. Et avant le championnat, on fera nos petits pronos aussi. On est très bons en pronos, vous l'avez compris, donc c'est quelque chose sur lequel on doit s'appuyer dans le futur. Passons de l'autre côté des barrages, du côté du stade Chabon-Delmas pour cette victoire de l'UBB 31-17 contre le Racing. On avait des petites interrogations côté Union Bordeaux-Bègles-Robin, notamment l'absence de Mathieu Jalibert, etc. Ils ont répondu présent. Ils iront en demi-finale du côté du Matmut Atlantique chez eux face au stade français. Mais globalement, qu'est-ce que tu regardes de cette partie qu'est-ce que tu gardes de cette partie contre le Racing? Bon, écoute, en vrai, c'est loin de moi voilà, l'idée de discréditer leur victoire, mais franchement, cette équipe du Racing, déjà, elle est un petit peu miraculée d'être là, d'être présente dans ces barrages. Euh, Ben, moi, j'ai pas trouvé une équipe du Racing flamboyante, comme d'ailleurs elle l'a été toute cette deuxième partie de saison. Sur le match en lui-même, ben, l'UBB a fait de l'UBB. Et en même temps, je les ai quand même trouvés très solides devant. Là où on les attend pas forcément. Mais ben là, il y a un problème à l'UBB. Alors déjà, il y avait l'absence de Mathieu Jalibert. Mais là, maintenant, ils perdent Tamifuna. Alors apparemment, il semblerait qu'il puisse revenir pour la demi. Thomas nous donnera les dernières nouvelles, c'est lui qui a les exclus. Mais c'est une perte énorme pour l'UBB qui, ben, en fait, le problème de l'UBB, ça a été ça toute la saison, c'est que devant, en fait, tu as un banc qui est très maigre. Enfin, avec tout le respect évidemment, mais voilà, tu as un banc qui a pas répondu présent et voilà, enfin, c'est une énorme perte pour l'UBB. C'est un mec qui fait 60 minutes par match quasiment, enfin même voire plus quoi. Enfin, Mais Thomas, on avait parlé pendant la preview de ça, s'il le perdait. T'avais Ouais. dit attention. Et t'as eu là, Mais, pour le coup, t'as eu juste. il mais tire sur la corde, hein. malheureusement, ouais, Il tire c'est sur ça, la mais corde depuis le début de la saison. ouais. Malheureusement, ça, je l'ai bien pronostiqué, j'aurais aimé me tromper. Mais c'était vraiment prévisible. Ce mec-là, le problème, c'est que le staff s'est appuyé sur lui toute la saison. C'est lui qui jouait quasiment à chaque fois. Quand il fallait re-rentrer en fin de match, ben, il le faisait re-rentrer. À un moment donné, il fallait que ça arrive. Alors là, apparemment, oui, effectivement, il pourrait jouer quand même les demi, mais j'ai envie de dire dans quel état? Parce que vraiment, j'ai l'impression que le staff de l'UBB est en train de le bousiller. Ah, mais là, Malheureusement, c'est la réalité. il va finir la saison en sacré état quand même, hein. Je pense que l'été va lui faire du bien, Ben, mais bon, quand même, mais hein. c'est ça.
Mais c'est ça, mais le problème, c'est que tu as fait venir un Carlou Sadi qui fait près de 150 kilos, qui est un Sudaf, qui a des cuisseaux et des mollets énormes. Mais le problème, c'est que ce mec-là, il t'a jamais rien prouvé dans la saison. Donc, tu es obligé de t'appuyer sur Tamefuna. Et je sais pas si c'est ce qu'on appelle un avis impopulaire, mais sincèrement, l'absence de Tamefuna, elle est encore plus préjudiciable que l'absence de Mathieu Jalibert. Selon moi, vraiment, Ben Tamefuna, c'est presque le meilleur joueur de l'UBB. C'est sans doute l'un des meilleurs piliers du top 14. Mais on peut même le caser dans la catégorie des avants. Et franchement, sans lui, ça risque d'être vraiment très très compliqué. Le problème, c'est que c'est ton seul point de fixation, en fait. À l'UBB, devant, en fait, si t'as pas Bentami Fiouna, t'es emmerdé parce que t'as pas grand monde qui peut fixer les défenses comme il le fait. Alors que Jalibert, moi, pour le coup, je trouve que Matteo Garcia, dans un style de jeu différent, fait ses feuilles, il fait ses matchs, il est pas flamboyant et il n'a pas le style de jeu de Jalibert qui peut te débloquer une situation sur une étincelle, mais je trouve qu'il arrive à pallier sa absence. Alors que là, derrière Tameifuna, ça va être compliqué. D'autant plus que, ben, on en parlera après, mais tu vas affronter une équipe du Stade français qui est bien rodée sur toutes les lignes, quoi. Mais après, Garcia, c'est un style différent. Oui et non, parce que si on regarde bien, c'est quand même. Alors, oui, il y en a un qui est droitier, l'autre qui est gaucher, il y en a un qui a plus d'expérience, l'autre qui en a moins. Mais enfin, Garcia, c'est un joueur quand même qui défensivement tient la route, mais je trouve que c'est un peu le même profil que Jalibert. C'est un joueur qui est offensif, peut-être parfois trop offensif. C'est un joueur qui aime beaucoup attaquer la ligne et je pense qu'il doit beaucoup bosser sur ça. Je pense à l'UBB pour être peut-être un peu plus altruiste ou pour éviter peut-être de s'isoler trop facilement. Mais moi, j'ai trouvé vraiment que Garcia avait les épaules pour assurer ce genre de match. Alors après, voilà, forcément, il faut réussir à enchaîner. Il avait fait un excellent match en phase finale de Champions Cup face aux Saracens. Il avait eu du mal à enchaîner face aux Harlequins. Mais après, forcément, quand tu as un pack qui est dominant, quand tu as à côté de toi un Lucu qui, franchement, sur ce match-là, ça a été le maître de cérémonie. Franchement, il a tout fait, jeu au pied, jeu à la main, défense. Franchement, quand tu as un mec comme ça à côté, t'es royal. Donc franchement, moi, Garcia, aucun souci pour lui laisser les clés du camion. Ouais. Après, est-ce qu'on reparle, on s'attarde sur cette équipe du Racing Mais ce que j'allais dire. Ouais, Sur on 2-3 peut mots en rapides. parler. 2-3 mots rapides sur l'équipe du Racing. Après, on fera le grand bilan à la fin de saison, mais tu l'as dit, pas flamboyant. Déjà, c'était pas terrible. En plus, si t'enlèves le Garec, franchement, c'était mauvais. Il n'y a rien d'autre à dire. Et quand je vois Jackie Lorenzetti, l'ancien président du Racing, qui tire à boulet rouge sur Tuisova, j'ai envie de sauter au plafond. Je me dis, mais comment c'est possible d'allumer Joshua Tuisova, qui a quand même eu des gros soucis familiaux ces derniers temps, qui a eu une blessure très importante. Il est revenu là il y a à peine 5 matchs. Tu tires sur lui comme si t'attendais de lui un exploit. Mais en fait, c'est le problème de ce Racing. C'est qu'on attend un exploit de Le Garec, on attend un exploit peut-être de Ficou, d'Abossi, de Tuisova, mais collectivement, franchement, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Devant, ça n'a pas tenu. Tu as des leaders comme Kamisha, par exemple. Franchement, il fait un très mauvais match, Kamisha, il faut le dire. Hein, c'est un joueur que j'apprécie, mais franchement, sur ce match-là, il a été ultra pénalisé, il n'a rien apporté. Il y a une charnière qui a coulé, mais de toute façon, tu peux pas en attendre grand-chose. Et derrière, derrière, ça a fait ce que ça a pu. Mais franchement, non. On aurait pu penser une surprise sur ce match-là, mais franchement, si Bordeaux avait gagné 50 à 17, ça aurait été pareil, sincèrement. Moi, j'ai pas du tout été emballé par cette équipe du Racing, et pour moi, c'est déjà bien qu'elle arrive en barrage, d'ailleurs. Ouais, c'est clair. Mais la grosse déception aussi de cette saison, ça reste Colissi quand même. Quand tu vois comment il l'amène, franchement, Je suis pas d'accord. t'es pas d'accord avec moi? Mais, non, Non. moi, franchement, quand t'as besoin d'un leader sur un terrain, c'est une équipe qui manque de leader. Mais t'en attends aussi dans le jeu, en fait. Et il a peut-être eu de l'impact dans le vestiaire, mais dans le jeu, je l'ai pas trouvé au niveau des attentes. Peut-être que les attentes étaient trop hautes, hein. C'est possible aussi. Et ça, on pourra en reparler. Mais
le mec arrive en sauveur, il arrive champion du monde, donc capitaine des Springboks, donc forcément t'en attends énormément, et il n'a pas répondu, il n'a pas su répondre présent, en tout cas il n'a pas réussi à amener ce Racing à faire franchir une étape en fait à cette équipe, je trouve. Donc pour Ouais, moi ça ouais. reste la grosse déception ma grosse déception en tout cas du côté du Racing. Il y a deux choses en fait. Si tu prends son salaire, effectivement, tu te dis, T'es content. bah, tu lui files ce salaire-là. Oui, ouais, moi je serais content, mais tu lui files ce salaire et tu vois qu'au final, le mec il t'apporte rien. Donc oui, effectivement, là tu te dis c'est une déception. Mais par contre, c'est de notre faute à nous tous. Parce que il y a eu une surmédiatisation sur Sia Colissi qui n'en valait pas la peine. C'est un formidable leader. C'est un homme humainement qui est extraordinaire. J'ai parlé à plusieurs personnes qui m'ont dit que c'est un mec qui est hyper souriant, qui te salue même quand tu es hyper loin. Et puis ça se sent, on le sait. Mais ce n'est pas un joueur qui, pour moi, est dans le top 10 des meilleures troisième lignes actuelles du monde. Ça, c'est une certitude. C'est un leader, mais ça n'a jamais été un joueur extraordinaire. Je suis désolé. J'ai regardé un bon nombre de matchs quand il jouait aux Sharks à l'époque de Super Rugby, à l'époque du United Rugby Championship. C'est un bon joueur, voire qui est capable de faire de très bons matchs, mais sincèrement, je me demande même si je préfère pas un Ibrahim Diallo qui joue au même poste au Racing. Très sincèrement, il y a eu une surmédiatisation et franchement, on en est déçu. Mais je pense que ceux qui l'ont vu jouer pas mal de fois seront sans doute d'accord avec moi. Ça me rappelle le cas de Julian Savea à Toulon. Quand il arrive, on se dit oh putain, Julian Savea arrive. Je crois qu'il arrive en 2019. Je suis très mauvais en date, je sais plus. Il arrive. Le problème, c'est qu'on lui colle l'étiquette d'un Julian Savea d'il y a 4 ans, en 2015, quand il est à son prime et qui roule sur l'équipe de France, notamment lors de la Coupe du Monde 2015. Sauf que Julian Savea, il y avait quelques années qui se sont passées entre-temps. Il n'était plus au niveau, il y a eu une grosse baisse de régime. Physiquement, ce n'était plus le même joueur. Et on est arrivé, on pensait qu'à Toulon, à chaque ballon, il allait traverser le terrain à chaque fois qu'il avait marqué des essais. Mais non, je suis désolé. Mais ça, le cas Siakol c'est de notre faute. Ça a été une surmédiatisation. On en a trop fait, on en a trop voulu, trop attendu. Mais le problème, c'est que c'est un bon joueur, mais c'est pas un joueur qui est capable voilà, de faire ce qu'un Joshua Tuisova, par exemple, même si les postes sont différents, qui est capable de faire. Après, oui, dans le vestiaire, peut-être que il aurait pu plus amener, je sais pas. 2018, C'est Savea. l'une de ses principales forces, de toute façon, hein. C'est un mec que tu as envie de suivre. Sur le terrain, c'est un mec qui quand il avance, tu as envie d'être derrière lui. Et au Racing, en fait, tu pas retrouvé ce truc qu'il apporte à l'Afrique du Sud. Ouais, Et peut-être que c'était sa première année aussi. il y a ça. Voilà, il y a peut-être une année d'adaptation. Il s'est dit, bon, je vais pas arriver, renverser le vestiaire. Et bon, je sais pas comment ça s'est passé. En tout cas, Jackie Lorenzetti a dit qu'il faisait confiance, enfin que tout le staff lui faisait confiance pour la saison prochaine. De toute Mais façon, oui, il peut amener dans le vestiaire, mais sur le terrain, faut pas attendre des miracles, quoi. cette équipe du Racing, de toute façon, même si elle a été hyper performante en début de saison, on l'attend. Mais ils ont fait le recrutement pour, même si, bon, malheureusement, ils ont été malheureux parce qu'ils n'ont jamais été vraiment au complet. Mais, mais ça reste un peu une année. Enfin, l'année prochaine, je pense que l'année prochaine, ça peut être l'année de la confirmation pour cette équipe du Racing, qui a encore des belles recrues qui arrivent. Donc, franchement, enfin, tu peux pas dire que c'est une année de transition avec le recrutement que tu fais, mais, euh, mais en tout cas, l'année prochaine, ça peut et ça doit être l'année de la confirmation pour cette équipe du Racing, qui doit passer les barrages, aller en demi-finale. Je te dis pas de gagner le championnat, mais en tout cas, qui doit prétendre un peu plus au bouclier. 2-3 mon avis. Ils m'ont fait 10 minutes. Mais ils ont été bons. Là, ils ont été forts. Beau débat sur Colissi. On va enchaîner du coup sur les pronos de ces demi-finales. Vous me donnez du truc à faire, c'est merveilleux. Alors, on va installer du débat. Toulouse-La Rochelle, UBB, Stade français, du coup, au Matmut Atlantique. C'était vendredi, samedi, voilà les deux dates. Le Stade toulousain, La Rochelle est avancé, je crois qu'il joue à 20h ou 20h15. Parce qu'il y a l'équipe de France de football qui joue contre les Pays-Bas à l'Euro, et du coup, c'est pour la diffusion. Ça décale les matchs. Voilà, C'est pas mal, hein, d'ailleurs. un On en choix reparlera. un choix qui fera peut-être discuter.
On va commencer par celui-là. Écoutez, celui de vendredi, on va prendre dans l'ordre chronologique. Toulouse-La Rochelle. Est-ce que La Rochelle peut continuer son exploit? Est-ce que La Rochelle, de toute façon, qui n'a rien à perdre, j'ai envie de dire, contre Toulouse, qui est archi favori, peut espérer quelque chose? Non. Faites du débat, on peut passer. Parfait, on passe sur Si, une- moi, je pense que La Rochelle peut être pénible. Après, c'est toujours pareil quand Toulouse a pas joué depuis un petit moment, les cadres aussi. On va voir, est-ce que justement Toulouse aura plus de fraîcheur ou est-ce qu'au contraire, il va falloir se remettre un peu dans le bain et voilà, Toulouse va un peu peut-être galérer en début de partie. On ne sait pas, surtout qu'il y a des joueurs aussi qui reviennent de blessures, donc c'est un peu l'interrogation. Je pense à Marchand ou à Aki. Je pense que La Rochelle peut être pénible et La Rochelle, en fait, a cette capacité quand même comment dire, à se mettre au niveau en fonction aussi des rencontres. On l'a vu à Toulon, personne ne les attendait, ils étaient là. Là, à Toulouse, enfin, face à Toulouse, je pense qu'ils peuvent être pénibles. Après, de là à dire est-ce qu'ils peuvent gagner, je sais pas, je suis pas sûr, sachant qu'en plus, le banc toulousain fait souvent la différence. Donc, ouais, selon moi, Toulouse part avec quand même un avantage, voire un net avantage. Mais je suis pas sûr que ça se finisse sur un gros score pour Toulouse face à La Rochelle. Bon, on va mettre Toulouse logiquement en finaliste. Après, je suis toujours très mauvais en pronostic, hein, donc voilà. C'est ce que les Rochelais peuvent se dire. Non, mais Voilà. en vrai, non, moi, j'avoue que je suis pas trop d'accord. Même si la seule façon enfin, la seule façon, je sais plus parler français. C'est pas grave, La, on est habitué. La Rochelle, pour que La Rochelle gagne ce match contre Toulouse, il va falloir qu'ils fassent ce qu'ils font leur force depuis des années, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils pourrissent un petit peu le jeu devant. Mais le problème, c'est que cette équipe de Toulouse, en fait, devant, enfin, sur toutes les lignes, elle est exceptionnelle. Alors, il n'y aura pas Meafou, qui est une grosse perte, et surtout contre ce type d'équipe. D'ailleurs, Meafou ne sera même pas là pour la finale, je crois, Thomas. Je sais pas si. Voilà, il y a de gros doutes, hein. Enfin, il y a Ouais. de gros doutes, mais Donc bon, l'absence de Meafou peut coûter sur les phases de conquête, sur tous les rucks, etc. Mais honnêtement, cette équipe de Toulouse, qui en plus de ça a pu faire tourner, va arriver va arriver frais, enfin tout le monde va arriver très frais physiquement. Tu l'as dit Thomas, peut-être que ça peut le jouer, mais j'ai l'impression que tous les turnovers cette année, ont été hyper bien gérés, par le staff. Tu le vois que ce soit en coupe d'Europe ou en championnat et même avec les matchs de l'équipe de France, enfin les matchs internationaux. Donc non, franchement cette équipe de Toulouse cette année, je vois pas comment ça peut leur échapper, surtout contre une équipe de La Rochelle qui, on l'a dit, a manqué de constance un petit peu toute la saison, même si elle revient bien. Franchement, moi, si je dois me mouiller, je vois même Toulouse gagner assez largement ce match, vu qu'on doit se mouiller un peu. Et on doit se mouiller un peu, c'est Et ce ça qu'on aime. reste un match, attention, moi je suis nul en prono aussi. Pareil, La Rochelle met une branlée, une branlée à Toulouse, mais alors ça, personne met une pièce, je pense. Ah non, je pense que la cote est grosse. Bon, passons à l'autre demi-finale qui est peut-être plus serrée. L'UBB, du coup, accueille le Stade français, parce qu'ils vont jouer à domicile, quand même, les Bordeaux-Béglés, même si c'est au Matmut Atlantique. On espère que ça leur réussira mieux que les Girondins, ou qu'à l'équipe de France même, parce qu'on a quand même sorti de belles purges ces derniers temps du côté du Matmut. Est-ce que l'UBB peut le faire sans les grands absents? Ce sera un Stade français qui est quand même peut-être l'une des grosses surprises de la saison à ce niveau-là. Je sais pas. oui. Ouais. Bah oui. Oui. Et en plus, c'est toujours pareil en fait. Le match se joue à Bordeaux, donc forcément, on se dit Bordeaux part quand même avec un sacré avantage. Je suis pas sûr que j'aurais donné ce pronostic si le match s'était joué ailleurs. Mais bon, là, franchement, offensivement, c'est vrai que le jeu de Bordeaux est quand même assez impressionnant. Euh, Après, il va falloir quand même vraiment se méfier du Stade français parce que franchement, tactiquement et sur les fondamentaux, cette équipe-là, elle est impressionnante. Franchement, c'est pas le jeu le plus flamboyant, ça c'est sûr. Ça envoie pas le ballon tout le temps derrière. Il n'y a pas des fusées, même s'il y avait Dakuwaka, mais bon, Dakuwaka là apparemment est absent. Mais honnêtement, cette équipe-là, elle est hyper réaliste, elle est hyper pragmatique. Dès qu'il faut prendre les points, elle prend les points. Il y a un gros jeu au pied. Déjà, l'axe 9, 10, 15 avec Cocotte, Second et Barré, ça fait cavaler. Et, et cette équipe-là aussi, défensivement, est très forte. C'est la deuxième meilleure défense derrière La Rochelle. Euh, et franchement, cette équipe du Stade français est super forte sur ses fondamentaux. Donc Bordeaux va devoir se méfier.
Mais maintenant, effectivement, je donne un petit avantage à Bordeaux. Et j'ai même envie de dire, puisque Bordeaux a perdu 2 fois face au Stade Français cette saison, je vois Bordeaux gagner cette fois-ci. Est-ce que c'est pas l'anneau ou jamais, Robin, pour l'UBB? À domicile, d'aller enfin aller sur cette finale de top 14. Si, ça semble être l'année ou jamais, mais comme on l'a dit, voilà, tu vas avoir des absents de marque. Tu vas avoir un Benjamin Ifuna qui va arriver un petit peu sur les rotules. Buros qui a fait un bon match là et qui revenait, qui a fait un bon match d'ailleurs, en barrage. Jalibert qui est absent. Oui, ça pourrait être l'année ou jamais. Non, ce sera pas l'année ou jamais parce que l'année prochaine, je trouve que le projet quand même, tu vois, il y a eu un bon recrutement aussi cette année, donc voilà, il va falloir qu'il fasse quelques emplettes devant et ça va aller un petit peu mieux l'année prochaine pour l'UBB. Maintenant, ce match, celui-là, il est hyper dur à pronostiquer. Pour le coup, moi, ouais, je mets un petit avantage à l'UBB, mais vraiment parce qu'ils sont à domicile. Si le match il est sur terrain neutre, hyper compliqué. Enfin, à domicile, oui, ils seront en Matmut, mais après, dans les tribunes, on verra, Ils hein. ont déjà joué au Matmut en plus, ils connaissent. Ils connaissent, ils avaient fait, c'était un À sacré match Toulouse. contre Toulouse. Ouais, c'était un sacré match. Mais ouais, ce match, comme l'a dit Thomas, c'est vraiment une opposition de style en vrai, parce que d'un côté, tu as le Stade français qui joue un très très bon rugby. C'est pas le plus beau du championnat, mais c'est un très bon rugby. Où comme l'a dit Thomas, moi, je reviens sur ce qu'il a dit. En fait, il maîtrise tous les fondamentaux. Et c'est une équipe très carrée, très bien huilée. Et à côté de ça, tu as l'UBB qui a un jeu un peu moins académique, mais qui, voilà, qui est quand même très performante grâce à des individualités pardon, euh, dont on connaît les noms. Euh, donc, euh, donc ouais, match compliqué. Mais pour moi, l'UBB, si elle veut gagner ce match, il va falloir, il va falloir qu'il fasse un match. Enfin, il va falloir qu'il fasse 90 minutes euh, 90. au maximum. 80 minutes, pardon. 90 minutes. Je suis sur l'euro. 80 minutes à fond parce que le Stade français, la différence, c'est que le Stade français est hyper régulier, quoi. À la différence de l'UBB qui a des petits trous d'air parfois dans certains matchs et dans certaines mi-temps, dans certaines phases des matchs. Donc, ouais, il va falloir 80 minutes de très haut niveau pour l'UBB pour s'en sortir contre cette équipe du Stade français qui est vraiment la belle surprise de ce championnat. On les attendait pas si haut et au final, parce que voilà, il n'y a pas des grands noms, des grandes stars et finalement, on voit que c'est un sport collectif. Et le sport collectif prime, donc c'est joli, C'est beau ce que tu nous c'est dis. bien. Vas-y. Je rajouterais aussi que il me semble que le Stade Français est la meilleure équipe à l'extérieur cette saison. Donc ça me paraît important de le souligner. Mais Robin parlait de trous d'air. C'est vrai que les deux équipes sont habituées à de gros trous d'air. Alors c'est vrai que ça profite plus au Stade Français qu'à Bordeaux. Mais moi je me souviens du Stade Français qui prenait une volée face à Bayonne à domicile et qui a su renverser le match pour le gagner à la dernière seconde. C'est pareil face à Toulon, ils se font peur et au final, ils prennent le meilleur sur la fin. C'est une équipe qui ne panique jamais, le Stade français. C'est ça qui est très fort, c'est qu'il y a vraiment du caractère quand on voit, on voit les noms. C'est vrai qu'il n'y a pas de grands noms, mais quand tu vois des mecs comme Ivaldi, comme Gabriag, comme Cocotte, comme Ward, tu sais que quand tu as un coup de moins bien, tu peux compter sur eux et derrière, ça va repartir à la guerre. Donc voilà, c'est une équipe qui panique jamais et alors que l'UBB a vraiment ces trous d'air. La face au Racing, ils l'ont encore eu. Alors heureusement, le Racing a été plutôt inoffensif, mais ouais, on verra aussi le comportement des deux équipes plutôt autour de l'heure de jeu quand les deux bancs vont entrer en jeu. Bon, dernière question. Un petit, pas un score, mais une physionomie de match. Victoire serrée, victoire large, victoire. Pour ce match-là, Ouais. c'est qu'il est dur ce match, hein. Ah oui. Euh, Écoute, moi je vois bien l'UBB attaquer fort ce match. Euh, En tout cas, prendre le score assez rapidement. Euh, et comme ils l'ont fait d'ailleurs face au Racing.
Euh, ouais, je les vois attaquer assez fort. Et après, le Stade français, je sais pas, revenir au score aux alentours de la 60e. Et après, je vois quand même l'UBB avec le public et tout. Même si le banc me fait un petit peu peur, je pense que ouais, sur le banc, le Stade français est un petit peu mieux armé de ce qu'on a vu. Donc, ouais, je pense qu'après, l'UBB peut dérouler sur ce jeu un peu flamboyant, un peu offensif. Je vois l'UBB ouais, sur la fin de match creuser l'écart, mais en tout cas, je vois un match quand même assez serré, hein, pour le coup. À la différence de l'autre demi, Ouais, là tu vois une. mais c'est serré. Toi, pareil, match serré? Ouais, j'allais dire pareil, l'UBB qui prend le score d'entrée et je pense, enfin, d'après moi, il y aura un petit chassé-croisé et allez, si je me mouille un peu, je vais dire 26-22 pour Bordeaux, mais Bon score. je pense que ça va être chaud. En tout cas, l'UBB, a été plutôt bon sur la discipline face au Racing. Il va falloir l'être parce que quand il y a second en face, bon, bah, il faut éviter de faire beaucoup de fautes. Donc ouais, je vois un petit chassé-croisé, mais plutôt à l'avantage de Bordeaux. Et ben voilà, c'est parfait. Ça conclut notre analyse. 30 minutes, hein, messieurs, quand même. Bravo. J'ai hâte de faire le bilan tier list fin de saison, hein, parce que si on fait 30 minutes sur 2 matchs, on va faire 8 heures sur les 14 clubs. Ouais, On sera plus court. On sera plus court, t'inquiète. surtout qu'il y a des équipes sur qui je pense qu'on risque de taper. Donc, Il me l'a déjà dit dans la vidéo, j'ai quand même hâte d'avoir les 2-3 équipes qui vont prendre des tiers. À Montpellier. Notamment. Notamment. Bon, bref, si ça vous a plu, vous pouvez évidemment vous abonner. Vous pouvez liker, vous pouvez activer la petite cloche. Du coup, vous ne raterez pas la sortie de la tier list qui sortira après la finale de top 14. Et puis, sur ce, vous pouvez les retrouver sur Twitch tous les lundis à 19h avec ces loustiques là quand ils sont disponibles. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt pour pronostiquer la finale la semaine prochaine, quand même. Il ne faudra pas oublier. Et puis, voilà. Sur ce, messieurs, rien à rajouter. On peut se quitter. Ciao tout le monde!